fondateur des Naprotechnologies, et au cours du professeur Écochard en 2018 et 2019. Vous accompagnez depuis 11 ans des couples en désir d'enfant dans une démarche de diagnostic approfondie dans la prise en charge médicale en lien avec les spécialistes pour favoriser la fertilité au sein du couple. Et vous accompagnez également les femmes en vue de restaurer l'équilibre du cycle féminin lorsqu'il est perturbé. Merci. Alors, on change vraiment complètement de domaine, hein, là. On passe du médical simple et pur et dans un point extrêmement précis qui est cette hormone de la progestérone. En travaillant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que, comme les autres hormones d'ailleurs, la progestérone était indispensable à la vie et que sans progestérone, si on la supprime, la génération suivante ne verra jamais le jour. Donc, comme je ne suis pas du tout une scientifique chimiste, je vous ai mis juste la carte d'identité de la progestérone en haut à gauche. Et comme ça, vous voyez quelle tête elle a. Donc, c'est juste sa photo. Et quand je parlerai des autres progestatifs, il y a juste une petite liaison qui change, un petit détail qui change, mais qui fait beaucoup de choses, comme toujours en chimie. Et en bas à droite, il y a l'ensemble indissociable des 4 hormones qui sont complètement indissociables et qui travaillent ensemble entre le cerveau, les ovaires et les commandes et les rétrocontrôles. Tout ça, c'est quelque chose qui est indissociable dans la vie de la femme. Alors, avant de parler de traités, on va revoir tout ce qui concerne la progestérone dans ses actions principales et en particulier donc, sur le cycle féminin, revoir comment elle agit au cours du cycle au cours du cycle ovarien, donc sur la ligne d'en haut, et puis sur l'endomètre tout en bas. Et c'est toute cette intrication qui fait le cycle et qui peut permettre aussi la grossesse. Donc, sur l'exemple d'un tableau fertility care, on a donc les petits bâtons noirs qui sont le stradiol et les gris qui sont la progestérone qui est dosée. Alors là, ce n'est pas sur un cycle parfait, hein, c'est sur un cycle avec une phase lutéale courte, mais donc la progestérone qui est presque insignifiante avant l'ovulation va monter progressivement, ce qui va permettre aussi l'usage de la température puisqu'elle va réchauffer le corps. Et donc, c'est à partir du moment où elle monte que la température va devenir significative pour montrer que l'ovulation a eu lieu. Alors, son action sur la glaire, puisque sur le tableau précédent, donc, on voit que juste avant l'arrivée de la progestérone, il y a toute la période fertile avec l'observation de la glaire cervicale. Et dès qu'elle apparaît, la glaire fertile disparaît et on passe dans la phase lutéale. Donc, que fait la progestérone sur la glaire? Eh bien, on voit une image donc, de la glaire au milieu du cycle, donc le milieu des photos, qui est complètement filante, transparente et accueillante aux spermatozoïdes dans un milieu basique. Et dès que la progestérone apparaît, toute cette glaire-là se ferme complètement à l'accueil des spermatozoïdes, forme des mailles bien serrées, collantes, visqueuses, et il n'y a plus du tout de glaire filante. Et elle joue un rôle essentiel pour cette transformation-là. Et l'endomètre, dans la même évolution, au début, il est tout content sous l'action de l'œstradiol, il prolifère, il se développe très bien. Mais si la progestérone n'arrivait pas, eh bien, on se retrouverait avec un endomètre trop épais, qui saignerait trop après et qui ne se structurerait pas du tout pour l'accueil d'un petit embryon. Et donc, c'est l'action conjointe de l'œstradiol et de la progestérone qui va faire que la structure de l'endomètre
sera propice à la nidation. Alors, je vous donne un cas clinique, un seul, d'une femme que j'ai vue récemment, donc ça m'a donné l'idée de la prendre comme exemple, sauf que j'ai pas tellement de tableaux, j'ai pas beaucoup de tableaux à vous montrer, mais enfin bon, ça va être quand même parlant. Donc, je l'avais vue la première fois en 2022, parce qu'après avoir eu 2 périodes difficiles avec une fausse couche précoce et une mort fœtale in utero ensuite, ils étaient en grande difficulté n'ayant pas su pourquoi ça leur était arrivé, une grande crainte qu'une nouvelle situation douloureuse se reproduise. Et en plus, elle avait des règles extrêmement abondantes. Elle devait se changer toutes les 2 heures, le 2e jour du cycle qu'elle redoutait, elle ne pouvait plus rien faire, qui l'épuisait. Et donc, elle n'était pas bien. Et un syndrome prémenstruel vraiment sévère qui la gênait beaucoup, entre 5 et 7 jours dans le cycle. Et en particulier, un sommeil très, très troublé, des seins très douloureux. Donc, elle n'était pas bien et elle avait donc consulté une instructrice. Alors, voilà son tableau. Donc ça, c'est un vrai tableau. C'est pas comme dans les livres, hein. Il y a des petits... le milieu qui est usé. Enfin, voilà, vous voyez bien comment c'est les vrais tableaux. Et donc, elle avait... alors, c'est pas très, très bien signalé le fait qu'elle ait des... c'était le début, donc ses premiers apprentissages. C'est pas très bien signalé le fait qu'elle ait des règles aussi abondantes, parce que j'ai juste noté que c'était abondant, mais en fait, c'était pas signalé. Mais à l'interrogatoire, c'était beaucoup plus. Et donc, ça a été mis sans doute dans les observations suivantes, mais que je n'ai pas photographiées. Et ce que l'on voit d'emblée, de toute façon, c'est que la phase post-ovulatoire, qu'à Fertility Care, on appelle la phase post-pic, est courte. Et donc, là, sur le premier tableau, il y a 9 jours. Sur le deuxième, il y en a 8. Et donc, entre la période ovulatoire et les règles suivantes, il y a une durée trop courte. Par ailleurs, on voit aussi que dans la notation de ces règles, à partir du 3e jour, il y a beaucoup de saignements bruns qui sont aussi quelque chose qui nous alerte sur un problème d'équilibre hormonal. Donc ces 2 points-là étaient déjà très marquants. Et elle avait ces cycles-là depuis longtemps, ce n'était pas depuis les fausses couches, c'était déjà depuis bien avant. Elle savait qu'elle avait des cycles autour de 25 jours, mais bon voilà, sans plus. Et donc, dans la mesure où la période ovulatoire n'était que autour de J15 à peu près, voilà, le cycle de 25 jours ne pouvait pas être un cycle équilibré et normal pour nous dans nos façons de transmettre et d'observer les cycles, ça paraît évident. Mais pour un médecin ou une sage-femme qui ne connaîtrait pas toute cette richesse-là, ça ne saute pas aux yeux. Donc, je voulais préciser, avant de poursuivre sur cette personne, que le dosage de la progestérone, qui va être la première demande que je vais faire à cette dame-là, ne doit pas se faire comme on l'apprend en médecine à J21. Chez cette femme-là qui avait ses règles à J25, ça aurait pu paraître très logique aux médecins. Mais J21, c'est vraiment pas du tout adapté pour bien des cas. Et il est essentiel de le doser en milieu de phase post-ovulatoire. Donc, quelle que soit la méthode d'observation, le doser 1 semaine après le dernier jour fertile. Et ça, c'est tellement important que ça me fait vraiment mal de voir que tous les médecins et les gynécologues qui essayent de comprendre ce qui se passe chez leurs patientes ne puissent pas vivre leur vie professionnelle en connaissant au moins cette base extrêmement importante, parce que c'est à ce moment-là que l'on peut déterminer si l'équilibre hormonal est bon. Et donc, si on n'est pas au bon moment, on ne peut pas bien comprendre. Et si le taux de progestérone, alors ça, j'en reparlerai du taux de progestérone, s'il est à 10 ou 11 nanogrammes, comme c'est cité là, ça peut être très bien pour une femme qui a un oestradiol assez bas ou qui se porte bien, qui n'a aucun signe clinique et qui ne souhaite pas de grossesse.
Mais quand il s'agit de fertilité, de risque de fausse couche ou de difficulté à concevoir, ça peut avoir une grande importance et ça n'est pas vraiment suffisant, souvent. Alors, on continue sur la physiologie. Donc, la progestérone agit est tellement importante qu'il fallait bien voir un petit dessin du corps jaune, parce que c'est quand même... je l'explique souvent aux couples, parce qu'ils ne se rappellent plus très bien comment ça fonctionne, tout ça. Et je leur explique le devenir du follicule, de l'ovocyte qui part dans les trompes, et puis du corps jaune qui est finalement... Non pas, ils disaient, ah ben moi je croyais que le corps jaune, il se jetait après, enfin bon voilà, il ne servait plus à rien. Et ben non, le corps jaune, il est très utile puisqu'il va produire la progestérone pour toute cette partie-là du cycle, dans l'attente d'une grossesse ou non, et il va travailler encore quelques semaines. Donc il a l'air de rien, mais ça n'est pas juste un petit machin qui se voit sur l'échographie, et encore, pas toujours, mais c'est essentiel pour le bon cycle et pour la possible grossesse. Alors, le résultat de ma petite dame, à pic plus 6, donc le pic plus 7 devait être un dimanche, elle avait 15 nanogrammes. Ça paraît pas mal finalement, 15 nanogrammes, puisque je vous disais que 10 c'était moyen et que 15 c'était très bien. Alors, sur une courbe de température, à partir de 10, on a le point haut, donc c'est pas un problème. Mais par contre, quelle que soit la méthode, on voit bien que la durée de la phase post-ovulatoire de cette dame-là n'est pas bonne. Donc ça, on le voit dans les différents modes d'observation. Et dans son cas clinique bien particulier, il était nécessaire de traiter son cas parce que elle a donc une chute hormonale précoce et que c'est un risque de fausse couche et un facteur de risque de fertilité déficiente. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément que ça dans un problème d'infertilité quand on voit des phases de post-pic courtes, mais c'est la première chose que l'on va essayer de rétablir dans le but de restaurer des cycles de qualité, parce qu'un bon cycle entraîne un meilleur cycle suivant. Donc ça, c'est donc son cas. Et je vais vous donner juste une précision sur l'insuffisance lutéale, parce que le docteur Hilgers a situé 3 types d'insuffisance lutéale. La première et la deuxième étant importantes pour tout ce qui concerne le cycle et la fertilité. Donc, en type 1, c'est le cas justement de... Non, ce n'est pas le cas de cette dame. Le type 1, dans la phase post-ovulatoire, est courte, inférieure ou égale à 8. Ben, si, c'est son cas. Je mélange toujours le 1 et 2 comme je traite les deux. Voilà, c'est la sienne. Et donc, ce type 1, quand on a une méthode d'observation du cycle, ça saute aux yeux. La phase post-ovulatoire est trop courte. Et c'est impossible à deviner s'il n'y a pas d'observation du cycle, puisque quand le cycle est entre 25 et 30 jours, il est censé être normal, vu de loin. Et le type 2, c'est la situation où la phase post-ovulatoire paraît de bonne durée, paraît bien, mais les taux hormonaux de progestérone et aussi souvent d'œstradiol ne sont pas adaptés. Ou la progestérone ou les deux sont bas pendant la phase lutéale et ça entraîne donc des conséquences sur les différents points qu'on a pu voir sur l'endomètre, sur les symptômes prémenstruels, sur la fertilité et sur le risque de fausse couche, entre autres. Et le type 3, c'est une montée trop lente de la progestérone, mais qui après se stabilise et la durée de la phase post-ovulatoire est bonne, mais elle n'a pas de conséquences sur la fertilité. Alors c'est pour ça que je passe plus vite parce que je m'en occupe pas beaucoup, mais c'est pas le même type de, ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc là, des exemples de type 1 et de type 2. Donc le type 1, vous voyez la phase post-ovulatoire qui est courte. Et le type 2, vous avez des symptômes qui signalent cette
faiblesse avec très souvent des spottings. Alors en fin de cycle, et puis ça peut être aussi à la fin des règles. Et donc, souvent, la femme est tellement habituée à avoir des petits saignements avant ses vraies règles qu'elle croit que c'est normal. Alors, on arrive maintenant au choix de la molécule, puisque j'ai fait le choix de lui proposer un traitement, et je lui ai expliqué pourquoi. Que faut-il choisir? De quoi dispose-t-on en progestérone? Alors, dans les progestatifs de synthèse, donc je vous ai mis 4 noms, qui sont utilisés tous. Alors, les effets secondaires de certains sont anti-androgènes, puisque ça se met sur ces récepteurs, avec fatigue, baisse de la libido, une activité glucocorticoïde, et alors que la molécule de progestérone naturelle n'a absolument pas d'effet de ce genre-là. Alors ça se trouve dans un certain nombre de pilules qui sont pas mal utilisées, à plus petite dose peut-être que celles qui sont fortement anti-androgènes, mais ça se trouve aussi dans les pilules quand même à petite dose. Donc à la longue, on reconnaît ces fatigues, baisse de libido que ressentent certaines femmes. Il y a le désogestrel qui a un effet très androgénique. Donc là, on le trouve dans les implants, et les femmes qui ont des implants ont souvent aussi des effets pénibles et ne sont pas bien. Et elles prennent du poids et ainsi de suite. Et le lévonorgestrel, qui est très connu parce que c'est, on peut l'appeler contraception d'urgence ou pilule du lendemain, comme vous voulez. Alors, on sait qu'elle donne plein d'effets secondaires, mais dans l'angoisse des femmes qui le prennent, c'est un choix qu'elles ont fait et qu'elles acceptent. Donc, nausées, douleurs abdominales, maux de ventre, vertiges, très très souvent. Alors là, c'est une molécule aussi de synthèse, la dihydrogestérone, qui est connue sous le nom de Dufaston. Elle est beaucoup mieux supportée, donc c'est pour ça que je l'ai mise à part, parce qu'elle n'a ni activité androgénique ni activité anti-androgénique. Donc ce n'est pas du tout la même molécule. Donc j'ai pris les effets secondaires officiels du Vidal, avec peu fréquent la prise de poids et les douleurs abdominales, et fréquent des nausées et des céphalées. Et la troisième, alors, n'est pas une progestérone de synthèse, c'est une progestérone fabriquée, en effet, mais fabriquée exactement comme la molécule de progestérone naturelle. Elle est micronisée, donc assimilation particulière, et bioidentique. Bioidentique, ça veut dire qu'elle est exactement identique à celle qui est biologiquement fabriquée par le corps jaune. Donc les différents noms que vous connaissez, c'est progestan, utrogestan, estimagé ou simplement progestérone naturelle. Voilà, les pharmaciens délivrent une de ces formes-là. Elle est utilisée de deux façons. Elle peut être utilisée par voie orale dans les traitements substitutifs de la ménopause pour contrebalancer les effets des œstrogènes, et par voie vaginale dans tous les autres cas qui sont avant la ménopause. Dans ce cas-là, il n'y a aucun effet secondaire qui est répertorié, mais on peut la prendre par voie orale. Et quand elle est prise par voie orale, elle a comme effet secondaire un côté relaxant et musculaire qui est son rôle. Et donc, elle peut donner une somnolence, vertige. Et par voie orale, elle n'est pas donnée le matin, elle est donnée que le soir. L'inconvénient de la voie orale, c'est qu'il y a un premier passage hépatique et qu'une grande partie est perdue avant d'arriver aux organes cibles. Et donc, comme on n'a pas pour but de le donner pour d'autres usages, le fait de le donner par voie vaginale est choisi par tous les gynécologues pour avoir une action vraiment locale au niveau de l'endomètre et de la région pelvienne. Alors, il y a des études comparatives qui ont été faites sur l'efficacité, parce que c'est bien d'avoir du bio et du naturel, mais il faut aussi que ça soit efficace.
Donc, dans les études pour lesquelles je peux vous montrer des articles, alors donc il y a cette comparaison d'hydrogestérone, progestérone naturelle. Est-ce que de donner du Faston ou du progestin, c'est pareil concernant par exemple l'hyperplasie de l'endomètre? Il n'y a pas de différence significative. Si on étudie ponctuellement juste cet effet-là, il est le même. Au niveau, en général, beaucoup d'études sont faites surtout dans des protocoles de PMA. Donc, c'est là qu'on peut tirer souvent des articles et des études. Donc, dans des protocoles de FIV où il y a eu de la progestérone naturelle et de la dihydrogestérone qui ont été données, l'efficacité et tolérance avaient été bonnes, sécurité aussi, et ils ont commencé le jour du transfert d'embryon et il y avait le même taux de naissance. Donc, dans ce domaine-là, au niveau risque, on sait qu'il y a une sorte d'équivalence si on se contente de regarder ces points-là. Donc là, c'est la page du Vidal que je voulais vous montrer sur la progestérone progestan, je crois. Et hélas, il est écrit dans l'avant-dernier point, pour la supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles spontanés ou induits, de commencer à partir du 17e jour du cycle. Et ça, c'est notre Bible médicale. Voilà. Et puis, il y a aussi, parce que moi, ça m'a marqué, la posologie qui est recommandée jusqu'à 12 semaines de grossesse. Il n'y a rien d'illogique à lire ça, sauf que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer une jeune femme que je ne connaissais pas avant, mais qui est venue me voir à 8 semaines de grossesse pour une dernière FIV de dernière chance. Voilà, c'était ça ou jamais de bébé, et qui saignait beaucoup, comme les autres fois où elle avait perdu son embryon. Et on lui avait dit, à 8 semaines, on arrête la progestérone. Donc elle avait obéi, elle avait arrêté sa progestérone. Et elle recommençait à saigner. Et donc c'était la panique. Alors elle est passée me voir sans y croire. Et en fait, elle avait sa progestérone qui avait chuté. Et si statistiquement la progestérone n'a plus besoin d'être donnée parce que le placenta prend le relais, mais on n'est pas toujours dans les statistiques. Donc cette dame-là, eh bien, en lui redonnant de la progestérone, elle a arrêté de saigner et on a pu remonter les taux et le bébé a pu vivre. Donc les statistiques, c'est essentiel, c'est très bien, mais de temps en temps, on doit aussi se dire il faut agir individuellement. Donc les statistiques nous font avancer, mais il faut pouvoir les adapter en cas de besoin. Voilà, tout l'intérêt de regarder la page du Vidal qui, ça rend service, hein, je ne dis pas le contraire, mais il faut pouvoir adapter. Alors, chez la personne dont je vous ai parlé, quand va-t-on commencer la progestérone? C'est un grand sujet puisque vous avez vu 17e jour du cycle. Donc, si on prend la première ligne, moi j'ai appris du 16e au 25e jour du cycle, c'est à peu près pareil. De toute façon, c'est la même catastrophe parce qu'on commence probablement avant l'ovulation. Alors, je ne prétends pas que le jour pic soit le jour de l'ovulation, mais dans 95%, c'est la veille, le jour ou le lendemain. Donc, on est à peu près sûr de tomber avant l'ovulation quand on commence à J16 ou à J17. Et donc, on va être contre-productif. D'ailleurs, il arrive que des femmes qui viennent me voir après avoir eu d'autres traitements me disent le médecin a essayé la progestérone, mais ça a été une catastrophe, je l'ai mal supporté, puis ça n'a rien fait. Ben oui, mais c'était des cas comme ça, des cas où la progestérone n'était pas au bon moment. Et donc, ça a été contre-productif. Voilà. Donc, chez elle, il faut commencer logiquement, évidemment, après l'ovulation. Et donc, dans son cas, on commencera pour le premier cycle, par exemple, on commencerait la progestérone à J21. Quand on a 3 jours après le jour pic et qu'on sait que l'ovulation est sûre d'être passée. Il n'y a pas d'urgence à commencer pile à ce moment-là. La courbe de température, elle monte doucement. Donc la progestérone, elle monte doucement. Et donc il n'y a pas d'urgence à en donner. Donc si on est 2 jours ou 3 jours après l'ovulation, ce n'est pas grave. Il faut être sûr d'être après, surtout. Ça, c'est grave.
Donc, il y a un petit schéma que je vais vous montrer, deux schémas. Le premier, c'est donner de la progestérone sans réfléchir, donc sans observation du cycle. Donc, vous avez le premier, donc vous avez la progestérone qui est donnée, ça c'est le petit carré vert. Les petits rectangles roses, c'est tout ce qui dépasse et qui ne devrait pas être dans le cycle, mais qui a été induit par le traitement. Et la courbe vous montre le taux de progestérone. Donc c'est complètement anachronique. Si on prend le dernier, la femme ovule à J20 à peu près, enfin juste avant, et on lui fait commencer sa progestérone 3 jours plus tôt, et voilà. Et puis elle a ça marche pas parce que la courbe que l'on essaye d'obtenir, on l'obtient pas. C'est la petite courbe orange, elle n'arrive pas à monter, et donc on est complètement contre-productif. Alors que si on la donne au bon moment, qu'on adapte au moment où l'ovulation est passée, eh bien on est chaque fois dans le bon créneau et on se retrouve avec des courbes de progestérone comme on la souhaite et comme elle devrait être spontanément. Et la femme va beaucoup mieux. Alors ça, c'est pas un tableau de mes patientes, mais c'est le tableau qu'on voit très souvent dans les livres qui parlent de fertilité care. Donc, dans les 3 premières lignes, vous avez un cycle sans progestérone. Et les 2 premières lignes, c'est sans progestérone. Mais je voulais vous le montrer parce qu'au 3e, on a donné de la progestérone. Et on se retrouve après avec des ovulations qui sont beaucoup plus tôt parce que l'ovulation est facilitée par le fait que les cycles soient rétablis sur le plan hormonal. Donc tout ça, ça a été donné avec de la progestérone naturelle et on retrouve le taux de progestérone normalement souhaité et les cycles retrouvent une ovulation qui est plutôt, ce n'est pas un but en soi, mais ça montre que l'ovulation est facilitée parce que les cycles précédents étaient de bonne qualité. Alors, dans quel cas utiliser la progestérone naturelle ? Parce que ce n'est pas non plus le remède à tout. Quand il y a des règles beaucoup trop abondantes, à condition d'avoir d'abord fait un diagnostic médical, éliminer une autre cause et avoir comme cause juste le trouble hormonal. Et si le stradiol est prédominant, je vous avais montré au début l'endomètre, si le stradiol prédomine, l'endomètre prolifère trop et on a une hyperplasie de l'endomètre. Et donc, au moment des règles, des saignements beaucoup trop abondants ou trop durables. Dans le syndrome prémenstruel, qui est très gênant, qui dure plus de 3-4 jours, qui est important, qui perturbe la vie de la femme et de son entourage souvent. Dans les insuffisances du corps jaune, donc les insuffisances lutéales de type 1 et 2, les 2 dont je vous ai parlé, celles avec, que vous identifiez avec des phases post-ovulatoires qui sont courtes, ou bien celles qui sont identifiées en faisant un dosage avec une progestérone qui est basse tout au long de la phase lutéale, qui sont quelquefois corrélées avec un syndrome prémenstruel, mais pas toujours. Et dans les situations de fausses couches répétées et d'infertilité, si on a identifié une de ces causes-là. Parce que si on n'identifie pas et qu'on donne de la progestérone et que ça n'est pas du tout ce qu'il faut, ça ne servira à rien. Donc, il faut avoir identifié d'abord la cause pour pouvoir traiter dans ces cas-là. Alors, est-ce que c'est toujours la solution miracle ? Parce que je vous dis qu'on donne de la progestérone naturelle, c'est super et ça a rendu d'immenses services depuis des dizaines d'années. Et de plus en plus, parce que de plus en plus, on sait mieux l'utiliser, mais ce n'est pas la solution miracle. S'il y en avait, ça se saurait. D'abord, le syndrome prémenstruel, il peut être pris en charge par d'autres moyens quand il n'y a pas de question de fertilité ou de risque de fausse couche. Donc, il y a d'autres
type de professionnels qui peuvent aider à améliorer un syndrome prémenstruel. De toute façon, le médecin doit aussi commencer par les règles hygiéno-diététiques, qui sont des choses qu'elle pourra garder même si elle n'a plus besoin de traitement après. Et puis, au besoin, micronutrition, phytothérapie, homéopathie. À partir du moment où la santé est rééquilibrée, le syndrome prémenstruel est de toute façon bien amélioré. Bon, je ne vais pas citer le stress et d'autres choses. Ce n'était pas extensif sur ça, mais ça peut être très bien pris en charge. Alors, la progestérone, dans ce cas-là, elle peut être utile au début quand on a identifié qu'il y a réellement un problème hormonal. Et puis, si le reste se met bien en place, l'avantage, c'est qu'au bout, moi je donne 6 mois le temps que les récepteurs hormonaux soient bien apaisés, mais après, le traitement n'est plus nécessaire et c'est d'autant plus satisfaisant. En cas d'hyperplasie de l'endomètre, par exemple, quand les saignements sont vraiment trop abondants et que l'endomètre reste très épais malgré quelques mois de progestérone, ça peut être utile de traiter l'hyperplasie avec un curetage. Et dans certains cas, un peu particuliers, les gynécos donnent des progestatifs de synthèse forts pour vraiment réduire cet endomètre. Alors pas dans les cas où une grossesse est souhaitée, mais pour vraiment réduire l'endomètre et ensuite repartir sur une base plus saine. Et donc ça peut arriver pendant quelques mois dans des cas vraiment extrêmes. Oui, ça veut dire combien? 5 minutes? Eh bien c'est impeccable, c'est parfait. Alors je voulais citer une chose, c'est que la phase lutéale dépend de la phase préovulatoire. Donc si on a de la progestérone basse, on ne va pas forcément se dire « Ah ben ça y est, j'ai trouvé le problème d'infertilité ». Je parle dans le cas de l'infertilité ou des fausses couches. Parce que la fertilité, ce sont des choses assez complexes. Et si ça ne suffit pas, il faut se poser la question de savoir est-ce que l'ovulation est optimale, est-ce que l'ovulation est de bonne qualité. Parce que si on a une ovulation qui n'est pas de bonne qualité déjà à la base, avec par exemple un follicule qui n'arrive pas à une bonne maturité, par exemple, eh bien, on ne peut pas avoir un bon corps jaune et on ne peut pas avoir un bon cycle. Donc, c'est une prise en charge beaucoup plus globale. Là, on parle de la progestérone. Donc, je voulais juste signaler ce point-là pour que ça soit inséré un peu dans un ensemble. Donc, je voulais dire aussi quand utiliser cette progestérone naturelle, parce que parfois, on croit qu'il va suffire de vite rattraper au moment où une grossesse commence. Eh bien, en cas d'infertilité et de fausses couches répétées, il est vraiment préférable d'avoir des bons cycles avant de commencer à espérer une grossesse, parce que c'est sur cette base-là que la fertilité sera meilleure. Si on a 1 ou 2 bons cycles de bonne qualité d'abord, les chances de grossesse et de ne pas avoir de fausses couches surtout seront beaucoup plus importantes. Et donc, si on démarre avec une faiblesse du cycle en amont de la grossesse, eh bien, le docteur Hilgers avait étudié que les chances de succès étaient guère meilleures et que le succès de la progestérone était lié au traitement en amont de la grossesse. Et je vous ai déjà donné l'exemple tout à l'heure de la supplémentation pendant la grossesse. Il ne faut pas arrêter de façon arbitraire parce qu'il y a des cas particuliers. Et donc, on risque de faire comme cette petite dame qui a failli perdre l'unique enfant qu'elle a pu avoir. Alors, en chiffres, l'avantage de la progestérone naturelle, c'est aussi de pouvoir doser le taux de progestérone pour savoir si on a donné le traitement adapté. Est-ce qu'on doit donner 200, 300, 400 mg? Ça dépend vraiment des cas. Et donc, dans les cas d'infertilité, si l'ovulation est de bonne qualité et que le stradiol est bon, la progestérone est souhaitée à partir de 20 nanogrammes. Alors, si on est à 18, c'est bien aussi. Hein. Mais
10, 12, c'est un peu faible dans les situations d'infertilité. Ça, je le précise. Et il est indispensable d'obtenir, dans ce cas-là, sous traitement, une phase post-ovulatoire d'au moins 12 jours, sans qu'il y ait des spottings de fin de cycle, et en espérant aussi qu'il n'y aurait pas de saignement brun à la fin des règles, parce que tous ces signes-là sont des signes d'alerte. Et donc, si on obtient un cycle de bonne qualité, c'est ça, un cycle où les règles sont d'abondance normale, sans jours de brun à la fin des règles, avec une phase post-ovulatoire de bonne durée et des taux hormonaux qui soient bons. Et en cas de grossesse débutante, au premier trimestre, en gros, on espère être progressivement entre 22 et passer la barre des 30 nanogrammes par millilitre au fil des semaines, à condition que les bêta-HCG montent bien, parce qu'autrement, ça ne dépendra pas du tout de nous. Mais ça permet de donner un bon environnement hormonal au bébé. Et donc, tout ça, ça permet d'être avec la progestérone naturelle, on peut mesurer, savoir où on en est. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est bien supporté. Et pour l'embryon, ça lui permet d'être dans un environnement tout à fait bio-identique. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de commencer par identifier les anomalies du tableau d'observation, les règles abondantes, les spottings de fin de règle, de fin de cycle, le syndrome prémenstruel, les fausses couches répétées, l'infertilité qui n'est pas expliquée. Et dans des cas comme cela, on a le souhait de doser la progestérone. Et donc, le médecin ou la sage-femme qui connaissent cette prise en charge le doseront et se rendront compte s'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et le choix de la progestérone naturelle par voie vaginale est quand même très, très conseillé par les gynécologues, par les médecins qui s'occupent de restauration de la fertilité. Par son côté bioidentique, on sait qu'on n'agira pas on ne sera pas contre-productif et qu'on n'aura pas d'effet secondaire, mais à condition que l'ovulation soit confirmée. Et dans certains cas, le Dufaston peut rendre service parce que chez une jeune fille, ponctuellement, on peut avoir besoin de donner de la progestérone. Et dans ce cas-là, la voie orale est préférée. Et c'est normal de trouver une solution aussi dans ces cas-là. Et en début de grossesse, donc il n'y a pas de risque. Et puis si ça n'est pas la bonne situation pour la fertilité, en tout cas, dans ce cas-là, il faut pouvoir confier les personnes à quelqu'un de formé. Voilà, en découvrant un petit peu de plus près la progestérone dont je m'occupe un peu quotidiennement, je me suis rendu compte donc que si... D'abord, progestérone, ça veut dire en faveur de la gestation, ça c'est du vocabulaire, mais que en fait c'était une hormone de la vie parce que sans progestérone, il n'y a pas de vie. À la rigueur, il n'y aurait pas de cycle, mais il n'y aurait pas non plus la vie. Et donc, elle est vraiment finalement très importante, même si elle n'est sécrétée qu'entre 12 ans et 50 ans, en gros, chez les femmes, et ni avant ni après, ni chez les hommes, ou à des quantités assez infimes. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour une ou deux questions, si vous en avez. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour les femmes qui ont déjà eu un antécédent, par exemple, de fausse couche à répétition. On identifie une carence en progestérone. Elle est traitée, le bébé naît. Souvent, ces femmes, quand elles ont une nouvelle grossesse, sont inquiètes d'avoir de nouveau une carence en progestérone. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'une femme a été traitée une fois pour une grossesse, en fait, elle va systématiquement être traitée pour les grossesses suivantes. Est-ce que vous avez déjà vu des cas où en fait la progestérone est suffisante parce que j'ai l'impression qu'après on est un peu enfermé dans ce cercle vicieux de on va tester et on va toujours supplémenter, quoi. Eh bien non, moi je trouve au contraire que quand je vois des femmes pour une infertilité la première fois et qu'elles en ont besoin, la fois d'après, elles ont peur.
elles se disent oh, je vais manquer de progestérone. Mais quelquefois, elles ont une grossesse avant qu'on. Comme ça, spontanément, alors qu'elles ne s'y attendaient pas. Elles ont attendu 2-3 ans, puis tout d'un coup, la suivante arrive toute seule. Et panique, ah, ma progestérone, j'en ai pas pris, ça va être grave. Et en fait, non. Quand une grossesse arrive spontanément toute seule après, très souvent, c'est un signe que le cycle est bien plus équilibré. Et très souvent, je leur dis, mais vous ne... bien sûr, je leur dose une fois la progestérone parce qu'elles sont inquiètes. Mais non, j'en vois beaucoup qui ont une progestérone suffisante et je les rassure, au contraire. Après une grossesse, le cycle n'est pas forcément identique à avant. Et donc, ce serait une erreur de traiter systématiquement, non. Alors, oui, je ne me sens pas du tout obligée, moi, au contraire. Je me dis que chaque cas est différent. Alors, bien sûr, il y a plus de risques que la fois suivante, la même faiblesse réapparaisse, mais pas forcément. Merci pour l'intervention, Christelle. On m'a posé la question récemment de la voie rectale pour la progestérone, du fait notamment de l'inconfort généré par une prise sur du long cours pour des femmes qui ont une insuffisance récurrente. Est-ce que vous avez l'expérience de cette voie d'administration? Oui. On m'avait expliqué que la voie rectale n'était pas très prisée par les Français, donc on n'en parlait pas, et que c'est d'ailleurs pas dans le Vidal. Mais un produit quasiment identique est en vente en Irlande, où on avait quelques médecins d'appro. Eh bien, la voie rectale est très utilisée. Et donc, moi, quand les femmes ont un inconfort et acceptent la voie rectale, je leur donne comme ça. Et celles qui n'y sont pas opposées le prennent comme ça. Ça a l'avantage d'un sphincter, c'est vrai. Donc, quand c'est en début de grossesse et qu'il faut en prendre pendant des semaines en continu, la voie rectale est tout à fait possible et le résultat est identique dans les dosages. Donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de risque. Et en plus, c'est une muqueuse qui absorbe très bien les traitements. Merci. Merci Christelle. J'ai encore une question. Après la voie rectale, la voie intramusculaire, parce que j'ai eu un cas au cabinet d'une patiente qui avait fait une FIV qui était sous utrogestan 800 mg par jour, plus progiron, une injection par jour de 25 mg, et qui, à chaque fois qu'elle arrêtait le progiron, sa progestérone chutait. En fait, elle ne réagissait pas du tout à l'utrogestan. Donc voilà, question de la voie intramusculaire. Alors, la voie intramusculaire du progiron, non remboursée et qui coûte une fortune, je n'ai pas l'expérience parce que justement, c'est inaccessible. On ne peut pas l'utiliser, nous, actuellement. Et donc, voilà, dans certaines FIV et des personnes qui acceptent de payer bien cher, je sais que ça se fait, mais je n'ai pas suffisamment d'expérience. Et ça m'intéressera le jour où on pourra y avoir accès, de savoir plus concrètement ce qu'il en est, parce qu'on a des cas difficiles. Alors, j'ai utilisé pendant un temps la voie intramusculaire d'une autre progestérone, qui n'est pas du tout celle-là, qui est un vieux médicament, la progestérone Farlon à 500 mg, pour les débuts de grossesse où la progestérone ne veut vraiment pas monter, et ce qui était officiellement autorisé jusqu'à 12 semaines. Et on ne peut pas doser l'effet que ça fait parce que ça n'est pas de la progestérone naturelle. Mais dans les cas où je l'ai utilisé, ça a été extrêmement utile, mais je n'ai quand même pas fait des statistiques sur, je sais pas, la dizaine de patientes chez lesquelles je l'ai utilisé. Mais ça m'a paru un complément, en tout cas. Mais bon, elle a disparu en France l'année dernière. Donc, ne devait pas être assez rentable, il ne devait plus y avoir assez de prescriptions. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir abréger les questions. Je suis navré pour passer à la suite. Merci, docteur.